Mes chers camarades, bien le bonsoir ou bien le bonjour si vous nous regardez en diffusion sur YouTube ou en podcast. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on reçoit Patrick Boucheron. Patrick Boucheron qui est professeur d'histoire médiévale, spécialiste de l'Italie de la fin du Moyen-Âge. Il a travaillé notamment sur l'écriture de l'histoire par les pouvoirs urbains. Il est depuis 2015 professeur au Collège de France et il nous expliquera ce que c'est le Collège de France parce que certains d'entre vous, je suis sûr, ne savent pas ce que c'est. Il a rédigé une dizaine d'ouvrages de recherche, dirigé entre autres l'histoire mondiale de la France qui a connu son petit succès en 2017. Et puis il participe à des émissions de vulgarisation, notamment sur France Culture. Il y a eu toute une série autour de l'histoire de la peste noire. Vachement bien, je vous la conseille. Et puis, il y a eu cette série documentaire qui est toujours en cours, Faire l'histoire sur Arte, avec la participation de la copine Manon Bril, qu'on salue, et qui revient sur l'histoire à travers les objets. Bonsoir Patrick. Bonsoir Benjamin, merci de me recevoir. Donc ce soir, je te propose qu'on reste ensemble à peu près 2 heures et puis on va pouvoir discuter ensemble de l'histoire, de la vulgarisation en général, de comment on arrive à passer l'histoire, bien évidemment de comment tu le fais avec cette émission l'histoire par l'objet, des différents dispositifs qui peuvent être mis en place aussi de vulgarisation, que ce soit à la télé ou sur Internet. Et puis, on reviendra sur une question qui est très prégnante, on va dire, en ce moment, à savoir la place de l'historien dans l'espace médiatique, parce que il y a un rôle à jouer aussi là-dedans. Avant toute chose, j'aimerais savoir comment toi tu en es arrivé à l'histoire. Est-ce que c'est une passion qui t'habite depuis que t'es petit? Est-ce que c'est arrivé un peu plus tardivement? Tardivement, ouais, pas du tout. Non, pas depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, c'est quand j'avais des étudiants en première année de fac, en gros, puisque j'ai jamais enseigné ailleurs qu'à la fac. C'est un défaut, mais enfin, en tout cas, c'est le défaut d'une partie des gens de ma génération qui ont eu beaucoup de chance, il faut le dire, du point de vue des carrières. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, il faut pas l'oublier. J'avais donc l'occasion et d'une certaine manière la difficulté de parler avec des gens qui étaient beaucoup plus passionnés que moi et depuis plus longtemps, et en particulier par le Moyen-Âge, parce que moi j'enseignais le Moyen-Âge, et il y a plein de manières en fait de rentrer dans le Moyen-Âge. Il y a la manière livresque, académique, classique, mais il y avait déjà à l'époque l'heroic fantasy, pas encore tout à fait les jeux vidéo, mais enfin en tout cas les jeux de rôle par exemple, et toute une culture avec laquelle il a fallu aussi que je me mette un petit peu de plein pied pour savoir ce qui pouvait attirer des étudiants vers une matière qui, moi, je dis pas que ça m'avait pas intéressé, mais ça m'a intéressé sur le tard et par d'autres médiations, plutôt par la littérature, la philosophie, etc. Ce qui m'a amené à l'histoire, en gros, c'est des profs, mais plutôt en classe prépa ou après même, en début en fac, qui m'ont entraîné par leur voix. C'est une histoire de voix, mais de voix VOX, quoi. Quelque chose qui m'a... J'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé que c'était amusant, d'abord, d'enseigner l'histoire, que ça avait l'air d'être émancipateur. C'est quelque chose qu'on dit souvent, l'histoire comme art d'émancipation. Ça veut dire, en fait, se délivrer de plein de trucs. Tu vois, se délivrer de ces timidités, de ces fatalités, comprendre que plus de choses sont possibles qu'on ne le pense. Et moi, ça a pris la forme du voyage. Voilà, c'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, j'ai eu des profs qui m'ont emmené en voyage. Et ils m'ont proprement délivré. Je veux dire qu'ils m'ont sorti le nez des livres pour me faire voir du pays. Et c'était un exercice d'histoire de plein air, et ça m'a plu. Et du coup, alors tu dis que c'était une sensation émancipatrice. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu vérifier, concrétiser par la suite, ou en fait la question sous-jacente c'est une question que je pose assez régulièrement aux invités qui passent par ici. L'histoire, ça sert à quoi au final? Ça sert sans doute à se rendre compte assez régulièrement que plus de choses sont possibles que ce qu'on dit, que ce qu'on croit, que ce qu'on pense, et que d'une certaine manière l'histoire n'est pas écrite d'avance. Bien sûr, si on dit ça,
d'une certaine manière, on va dire, bah oui, mais au fond, ça a servi massivement à autre chose, l'histoire. Historiquement, si j'ose dire, l'histoire, c'est le discours d'escorte des pouvoirs qui consiste à faire croire que le monde est tel qu'il est parce qu'il ne pourrait pas être autrement et que tout ça est naturel. Voilà. Et qu'il y a une sorte de pente naturelle ou fatale ou inévitable qui nous amène à être ce qu'on est. Pour moi, c'est tout l'inverse, et c'est pour ça que l'histoire est émancipatrice, c'est de nous permettre de comprendre des phénomènes. Alors, je dis l'histoire, mais en fait, c'est les sciences sociales, hein. La sociologie peut faire la même chose. La sociologie, vraiment, ça peut délivrer aussi, ça peut être, quelque chose qui aide à vivre. Mais moi, il trouve que ça a été l'histoire. Et mon plaisir, tu vois, quand j'étais prof, c'était d'être devant des gens, c'était pas de leur apprendre des choses, parce que ça, il y a 1000 manières d'apprendre. C'est de leur faire comprendre. Et il y a des choses, quoi, des mécanismes de ce qu'on appelle l'esprit critique, comment lire un document, enfin, ce qu'on fait tous, plus ou moins. Et puis, le moment où on dit quelque chose et où on voit que celles et ceux à qui on s'adresse comprennent et que c'est inoubliable ce moment-là. Tu sais, on a des souvenirs d'enfance comme ça, on a des souvenirs scolaires ou devant un documentaire ou devant un guide dans un château ou avec un livre ou avec un copain qui te raconte quelque chose. Et la question, c'est pas que tu as appris. Je veux dire, après tout, il dit des choses, tu les auras oubliées, mais tu as compris quelque chose. Et ça, c'est comme un cliquet. C'est-à-dire, clac, ça fait quelque chose Jean-Paul Sartre disait sentir les os craquer dans sa tête. Voilà. Et ben, moi, ce qui m'a fait craquer les os dans la tête, c'était des profs d'histoire. Si ça avait été des profs d'autre chose, j'aurais fait autre chose. Mais c'était des profs d'histoire. Et alors, du coup, pourquoi spécifiquement le Moyen-Âge, alors? Alors, ça c'est venu encore plus tard. J'hésitais entre les lettres, la philosophie, l'histoire. L'histoire est venue comme ça. Et puis, alors, à l'époque, on faisait une maîtrise. Donc, après la licence, on faisait une maîtrise. Là, je suis vieux, hein, ça devait être en 1987. Et donc, en 1987, parce qu'on est toujours, évidemment, dépendant de curiosité dont on ne choisit pas toujours, c'est quand même un peu l'époque. Et là, 87, c'était 2 ans avant 89. Hein, je ne cacherai pas que le calcul mental, il est vite fait. Et 89, c'était le bicentenaire de la Révolution française. Donc tout le monde, peu ou prou, avait envie de faire l'histoire de la Révolution française. Et moi, ça m'intéressait, c'est ça qui m'avait animé à l'époque, hein, c'est ça qui m'est vraiment Mais alors, quand j'étais petit, mes parents m'avaient emmené voir l'opéra rock, la Révolution française, ça c'est la fin des années 70, bon voilà, il y a, je crois, enfin, je sais plus, il y avait Bachung qui faisait Robespierre, je crois, bref, et c'est ça que j'ai eu envie de faire, donc j'ai fait une maîtrise sur l'histoire révolutionnaire, et puis ensuite, donc on fait souvent des choix par défaut, parce que c'est de ça dont on entend parler. J'aurais pu continuer, mais le Moyen-Âge m'a intéressé. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'à l'époque, il y avait quand même, là encore, des grandes voix. Donc Georges Duby, il y avait Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, il avait écrit un livre qui s'appelle « Pour un autre Moyen-Âge ». Et c'était vraiment un autre Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'était une école de liberté. Quand on entendait Jacques Le Goff, on disait « Ah ouais, on peut faire ça ». C'est-à-dire qu'on peut être d'un sujet à la fois le sociologue, l'anthropologue, l'historien, le philosophe. C'est-à-dire qu'il me semblait que le Moyen-Âge, c'était moins corseté que les autres matières, les autres périodes, pardon. C'est-à-dire qu'une sorte d'entre-deux entre le très peu de documents qui me fascinaient, comme l'histoire ancienne, ou le trop plein de documents comme l'histoire contemporaine. Là, il y avait effectivement un espace intermédiaire où on pouvait, je dirais, exprimer ou en tout cas expérimenter une forme un peu déliée, un peu libre, ouverte d'expérience de pensée.
et ça m'a plu. Mais je le théorise très mal parce qu'en fait tout ça c'est une suite de hasards, de rencontres, de lectures. Et alors du coup, donc depuis, c'est vrai que le grand public commence à te connaître un petit peu via toutes les initiatives de vulgarisation et de médiatisation que tu as pu prendre, dans lesquelles tu t'es retrouvé. Et tes champs de recherche actuels se basent plutôt sur quoi du coup? Alors moi je travaille, donc tu l'as dit, sur l'Italie globalement de la fin du Moyen-Âge. J'ai travaillé sur les villes, sur l'art, sur l'architecture. De là, effectivement, j'ai suivi voilà les traces de Léonard de Vinci, de Nicolas Machiavel. J'ai travaillé sur la peinture politique. J'ai fait un livre sur la fresque du bon gouvernement, où on est toujours au XIVe siècle. Et puis, à partir de ce laboratoire italien, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu, alors du point de vue de l'histoire urbaine, à l'Europe, et du point de vue de l'histoire des pouvoirs, avec des essais d'histoire du monde. Voilà. Donc, j'ai dirigé un livre qui s'appelle l'histoire du monde au XVe siècle. Donc, on prend un siècle et on fait tout le monde, et un autre qui s'appelle l'histoire mondiale de la France, où là c'est l'inverse, on prend un pays et puis on fait en longue durée en quoi ce pays est en rapport avec le monde, où est son propre monde. Et donc c'est un peu, on va dire, de l'histoire comparée comme ça des pouvoirs ou de l'Europe. Et en ce moment je travaille sur la peste noire. Voilà, ça fait 2 ans que je commence à faire ce cours donc au Collège de France. On va peut-être en reparler, mais donc ça veut dire ça fait 5-6 ans que je travaille là-dessus. J'avais choisi ce sujet évidemment avant la crise sanitaire, mais c'est souvent arrivé comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on prend un sujet pour des raisons qui sont des raisons un peu obscures ou obliques, et puis il se trouve comme rattrapé, parfois même fracassé par l'actualité. Et alors, il faut qu'on s'explique sur l'étrange concordance des temps. Ah oui, mais vous travaillez sur la peste noire, pourquoi est-ce que ça vous aide à comprendre le Covid? Pas du tout. En revanche, vivre le Covid m'aide à comprendre la peste noire. Et puis, de toute façon, c'est comme ça. L'histoire, d'une certaine manière, souvent, je dis, comme tout le monde, au fond, qu'il n'y a d'histoire que contemporaine, c'est bien connu, et qu'en tant que médiéviste, je travaille toujours sur l'aujourd'hui, sur le contemporain, mais un contemporain un peu plus épais. C'est-à-dire, je travaille sur ce qu'il y a de plus ancien dans notre présent. Voilà. Et notre présent, il est fait de plein de temps accumulé. Voilà. En gros, c'est ça que je dirais que j'essaye d'être une sorte d'archéologue du contemporain, comme j'étais en tout cas, j'ai fait de l'archéologie quand j'étais jeune, et je pense que mon imaginaire est toujours là. C'est-à-dire l'idée que tous les problèmes, au fond, c'est comme s'ils affleuraient aujourd'hui avec leurs couches les plus récentes, mais quand on creuse, évidemment, on se comprend que ce temps d'aujourd'hui est fait de beaucoup de passés comprimés, en fait, concaténés, enfin sédimentés. Alors, avant justement d'aborder la question de l'histoire, de la manière dont tu la transmets aussi au public, et donc de cette question fondamentale de la vulgarisation, justement parlons du Collège de France, parce que ça a été un petit retentissement à l'époque, et moi je sais que c'est vrai que quand j'ai commencé en 2014 Nota Bene, je vais commencer une fac d'histoire avant, mais je connaissais pas grand-chose, et c'est vrai que en 2015, je voyais ton nom partout, et je me suis dit, alors moi j'avais la chance de déjà connaître le Collège de France parce que j'avais pu filmer des trucs là-bas dans mon ancienne vie, mais pour les gens qui nous écoutent, moi je t'ai découvert vraiment en 2015 à ce moment-là, avec la fameuse leçon inaugurale. C'est quoi le Collège de France? Pourquoi tu es rentré au Collège de France et qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, c'est quoi le Collège de France? C'est une institution assez ancienne. On dit que François Ier l'a fondée. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. Enfin, en tout cas, elle est très ancienne. Elle date de l'humanisme. Elle date du XVIe siècle. Et de l'humanisme du XVIe siècle, elle garde au fond l'idée que, eh bien, on est, on va dire, toujours les autres des autres. Donc je dirais que c'est vraiment une école des autres. C'est-à-dire que de manière assez paradoxale, au Collège de France, quand on fait de l'histoire européenne comme moi, on est un peu
on est un peu pas mis de côté, mais un peu minoritaire, parce que finalement les grandes chaires, les plus anciennes, c'est l'orientalisme, quoi. Voilà, c'est la Chine, le Japon, l'Inde, le Tibet. Bon, voilà. Donc c'est vraiment l'école de l'autre. Moi j'aime bien dire ça comme ça. C'est pour ça que je parlais d'histoire comparée. Ben, on a fait avant de faire l'histoire comparée, on a fait des langues comparées, la littérature comparée, etc. Bon, voilà. Concrètement, c'est un lieu, ça peut paraître étonnant aujourd'hui, qui est ouvert, gratuit, qui ne délivre pas de diplôme, où il n'y a pas de programme et où les profs qui sont qui enseignent doivent enseigner. On dit la recherche en train de se faire. La seule exigence, c'est de dire du neuf à chaque fois. Donc, je peux pas ressortir mon vieux cours sur le baptême de Clovis, que j'adore, hein, j'aimais bien le faire, mais ça, c'est un plaisir qui m'est maintenant interdit, enfin en tout cas dans cette arène. Non, il faut que je mette au fond la science, la mienne, devant la société. Alors, si c'est de l'histoire, c'est de l'histoire, mais ça vaut aussi pour la chimie, pour la médecine, pour l'égyptologie ou pour la physique quantique. Donc, il s'agit effectivement d'avoir, et on est un peu dans notre sujet, quoi, tu vois, d'avoir un discours qui soit exigeant, assez quand même relevé, puisque voilà, on présente notre recherche, mais pour des cours publics. Voilà. Et concrètement, on fait des cours devant les gens qui veulent bien nous écouter, soit qu'ils soient dans l'amphi, soit et ça fait une bonne dizaine d'années que le Collège de France fait ça, qu'ils nous écoutent à distance par le podcast, soit directement sur le site du Collège de France, soit sur France Culture ou sur YouTube ou sur iTunes, enfin sur toutes les plateformes. Et ça fait des millions et c'est moins que toi, hein, d'accord, mais enfin je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr d'ailleurs. En fait, je suis même pas sûr. Ça fait beaucoup de vues. Ça fait beaucoup de vues et donc ça c'est très important pour nous. Mais c'est important aussi que les gens viennent. Voilà, c'est important aussi que les gens viennent et tu vois cette idée-là qui est toute simple au fond, que c'est les gens qui viennent n'ont rien à y gagner, sinon éveiller leur curiosité. Et nous, on n'a rien à leur offrir, ni diplôme, ni voilà. Et donc c'est un lieu gratuit, désintéressé, ouvert, libre. C'est une idée très simple, mais qui est d'une certaine manière de plus en plus difficile à faire admettre, à faire comprendre, ou que les gens le croient. Souvent, je reçois encore des mails comme ça de collègues qui disent « Ah, j'aimerais bien aller à ton cours, comment je peux m'inscrire ?» Je dis « Mais comment vous expliquez ? Vous rentrez. » Voilà, vous rentrez. Là, malheureusement, ou plus exactement, inévitablement, vous devez montrer votre passe sanitaire, mais sinon, c'est un des lieux les plus ouverts de Paris. Voilà. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Et c'est une école de la liberté où on est condamné, en fait, à faire, en fait, il y a une condamnation très lourde, hein. On est condamné à sa propre liberté. Voilà, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et on dit, ce que tu veux faire. Voilà. Donc, je fais la peste noire, mais si je décide de faire toute autre chose, même hors de mon domaine, je peux le tenter. Voilà. Donc, ce que j'essaye, c'est de tenter des choses. C'est chouette. Et du coup, alors, ces premiers pas vers le public et vers le grand public, tu les as fait quand, finalement, en dehors on va dire, de tes cours à l'université? Quand est-ce que tu t'es dit, bon, j'ai mon boulot, d'historien et de prof, mais j'ai envie de parler au grand public aussi? Ça m'a toujours intéressé. Je vais pas faire des grands discours du style on le doit, machin, tout ça. Oui, on le doit quand même un petit peu. C'est-à-dire, je pense que pour que les historiennes et les historiens de métier, en fait, l'exercice même de leur métier consiste à produire des savoirs nouveaux, c'est une chose, et à les rendre socialement disponibles, partageables, ouverts. Voilà. À l'époque, avant, d'une certaine manière,
je sais pas, dans les années 60, 70, 80, mais surtout 60 et 70, on croyait encore à la télévision comme outil de démocratisation. Maintenant, en tout cas, quand j'avais ton âge, j'y croyais moins. Voilà. Donc, c'était quoi les outils de vulgarisation? Ben, c'était la radio. Voilà, j'ai toujours aimé faire de la radio. Je n'ai jamais cessé de faire de la radio, en fait, et c'est peut-être le métier que j'aurais voulu faire quand j'avais 15 ans, quoi. Je faisais de la radio libre et tout, et là je continue à en faire la radio et j'aime ça. Mais c'était plutôt la presse, voilà. C'était plutôt la presse, et ma première expérience, disons, de diffusion des savoirs, c'était assez tôt, 98, de rentrer à la rédaction de l'Histoire, de la revue L'Histoire. La revue L'Histoire, d'une certaine manière, elle était, aujourd'hui ça nous paraît évident, mais elle se fonde en 1978 sur une idée assez simple, mais qu'on devrait aujourd'hui, à mon avis, rétablir, restaurer et réarmer, qui est que les historiennes et les historiens de métier, eh bien, n'ont pas besoin de médiateurs. Je dis pas ça contre toi, voilà, mais voilà, n'ont pas besoin de journalistes d'histoire comme l'était Alain Decaux à la télévision pour faire passer leur message. Ils peuvent très bien le faire tout seuls. Il faut les aider. C'est un métier. Il faut accepter de se faire relire, réécrire, etc. Et il y avait une revue centenaire qui s'appelait Historia, voilà, qui au fond faisait surtout écrire des journalistes, des écrivains, des hommes politiques, etc., et quelques historiens. Et l'Histoire, la revue de l'Histoire, s'est fondée sur l'idée, mais les historiens peuvent parler à autre chose qu'à des historiens, à tout le monde. Voilà. Moi, j'ai fait mes premières armes là-dedans. C'est ce qu'on appelle proprement de la vulgarisation. C'est-à-dire, tu as un problème compliqué, tu vas essayer de le rendre simple. Voilà, c'est une transmission directe. C'est bien, mais ça m'a pas suffi parce que c'est un public qui est passionné d'histoire. Et comme je te l'ai dit, moi-même, je comprends les gens qui sont pas passionnés par l'histoire. Voilà. L'histoire, c'est important en France particulièrement. C'est un marché. Il y a des gens qui sont des fois, on tortille un petit peu, on prend des circonvolutions pour justifier le fait qu'on est médiéviste, tu vois, alors qu'en fait, on pourrait dire simplement, bah, c'est intéressant. Puis ça intéresse les gens. Et puis les gens, ils adorent les châteaux forts, ils adorent les histoires de... Voilà. Et donc, on pourrait simplement dire, comme Paul Veil disait, c'est intéressant. Et ça suffirait. Mais on prend un petit peu des détours, comme ça. Donc, c'est bien de s'adresser aux gens qui sont déjà intéressés, mais moi, ce que j'aimais encore plus, c'est tenter de convaincre les gens qui n'aimaient pas l'histoire. Voilà. Je pouvais pas faire ça à la fac. Parce que à la fac, les gens qui, à partir d'un certain niveau, ils sont là parce que quand même, ils aiment ça. Et parfois, ils aimaient ça plus que moi. Mais j'ai été dans d'autres milieux, dans des milieux plus littéraires. J'ai fait des choses un peu, voilà, plus discrètes, avec les éditions Verdier, dans un lieu qui s'appelle le Banquet du Livre, à La Grasse. J'y vais tous les ans, dans les Corbières, et j'y tiens beaucoup. Au début, j'étais le seul historien. C'était plutôt des gens qui aimaient la poésie, la littérature, la philosophie. Et je devais les convaincre que l'histoire, c'était aussi intéressant, en faisant au fond l'inverse de ce que je faisais à l'histoire, où j'essayais de de simplifier des problèmes compliqués. Là, il fallait compliquer des problèmes faussement simples, pour leur dire, mais non, mais vous qui aimez la philo, vous voyez que, bon, on n'est pas non plus tous des blaireaux, quand même, les historiens, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Voilà, en gros, ce qui m'a amené à vouloir élargir le cercle, mais pas exactement comme... voilà, cette génération qu'on nous sommes d'admirer et de regretter, la génération des Duby, voilà, qui cherchaient les audiences. Moi, j'ai jamais vraiment cherché les audiences. Simplement, effectivement, au Collège de France, à partir de 2015, bon bah, il
il faut aussi assumer le fait que je suis dans une position de très forte visibilité et que à un moment très particulier quand même, 2015 c'est quand même une année très particulière et qui nous engageait, qui nous obligeait et j'ai tenté au fond de convertir cette visibilité individuelle en avancée collective. Et de ce jour-là, c'est vrai, ce que j'ai tenté de faire, c'est relancer. C'est tenter de rendre cette position serviable. L'histoire mondiale de la France, c'est ça, fondamentalement. Alors tu dis, ça a eu son petit succès. Ah non, mais attention, hein, c'était pas, voilà, c'était une formule. Non, mais on ne cherchait pas le succès. On s'en fout du succès. Tout best-seller est un malentendu. On cherchait pas, même, c'est un livre qui était beaucoup moins polémique qu'on le pense, puisque Histoire mondiale de la France, le titre même est un titre de réconciliation. Ça veut dire arrêtez de vous disputer. Il y en a qui disent qu'ils veulent faire de l'histoire de France, d'autres de l'histoire du monde. On peut faire les deux en même temps, mais on le fait ensemble. Et ce qui c'était pas du tout un manifeste, c'était une manifestation collective de ce qu'est, au fond, l'histoire quand on la pratique comme un sport collectif, comme disait l'autre, et c'est beaucoup plus amusant comme ça. Et voilà, c'était un livre écrit à 140, 150, et qui a peut-être, c'était ça son intérêt, qui a peut-être redonné confiance un peu dans cette capacité que les historiennes et les historiens de métier pouvaient avoir de s'adresser directement au public et d'être intéressant, d'être directement intéressant. Voilà. Ça demande un effort, ça demande de réfléchir un peu à la manière dont on dit les choses, de ne pas se complaire dans un vocabulaire trop technique, de renoncer à une langue qui est purement une langue de travail, une langue Moi je suis éditeur aussi, tu vois. Donc aux éditions du Seuil et je publie des livres difficiles, mais des livres ou exigeants, mais des livres qui n'opposent pas au lecteur d'emblée une sorte de fin de non-recevoir, c'est-à-dire avec une introduction qui est une sorte de tir de barrage, tu vois, comme avec des références bibliographiques, de l'historiographie, avec un vocabulaire qui souvent me fait penser, ce vocabulaire-là un peu technique, à la gueule patibulaire d'un videur de boîte de nuit, quoi. En gros, ça veut dire vous rentrez pas. Si vous savez pas ce que c'est qu'un régime d'historicité, vous rentrez pas. Bon. Je dis pas que les choses peuvent toujours se dire simplement. J'ai plutôt un niveau de langue assez élevé, même quand je parle à la télévision ou à la radio. Mais je dis que la chance de l'histoire, c'est qu'elle se dit dans une langue commune, dans notre langue naturelle. Au Collège de France, tu te rends compte, je travaille avec des chimistes, des physiciens, des biologistes, qui quand on leur demande sur quoi vous travaillez, ils doivent faire des détours, des métaphores, ils doivent essayer, ils disent bon ben voilà, imaginez que, puis un mathématicien, c'est encore plus compliqué. Bon, c'est-à-dire sur quoi vous travaillez, bon bref. Moi, j'ai fait ma thèse sur l'architecture à Milan au XVe siècle. Tout le monde peut comprendre. Voilà, c'est tout. Hein, comment on a construit la cathédrale de Milan, comment on a construit le château de Milan. Voilà, une histoire de briques, d'architectes. Tout le monde peut comprendre ça. Bon, voilà. Et je peux faire visiter le château de Milan. Je le connais un petit peu. Ça peut intéresser des gens. C'est assez simple. Donc, je ne dis pas que c'est simpliste. Je ne dis pas que on peut pas à partir de là faire des choses exigeantes. Mais au départ, on ne se heurte pas à un mur. Mais alors, justement, effectivement, le fait que ce soit plus simple, c'est rigolo parce que
aujourd'hui en farfouillant sur le web, je dirais pas qui, mais je suis tombé sur une interview justement d'un médiateur ou d'un narrateur de l'histoire qui disait mais de toute façon on peut pas intéresser les jeunes si ils peuvent pas s'identifier, et donc si on parle pas d'histoire à travers juste des figures fortes de l'histoire, des rois ou autres. Qu'est-ce que tu en penses toi? Parce que j'ai l'impression que justement tu essayes de prendre aussi ça à contre-pied, notamment avec ta série sur Arte, l'histoire par l'objet, où tu montres que finalement à travers un objet, tu peux parler de tout. Tu peux parler d'ailleurs de personnalités auxquelles on peut s'identifier, mais on peut parler d'histoire économique, sociale, culturelle, scientifique. C'est très multiple. Bah oui, c'est-à-dire que du point de vue de l'histoire publique, et en particulier de l'histoire à la télévision, qui pour les raisons que je te disais ne m'intéressait pas immédiatement, c'est que tardivement que je me suis dit que ça aussi pouvait être tenté, ne serait-ce que parce que quand on parle de la télévision, d'une certaine manière, tout ça se retrouve sur YouTube. Donc, c'est une histoire de plateforme. Donc, effectivement, je travaille d'abord pour un producteur, les films d'ici. Voilà, c'est une équipe formidable. D'abord, on a fait une série documentaire qui s'appelait Quand l'histoire fait date, de 30 émission de 26 minutes, c'était un gros boulot et c'est essentiellement moi qui parlais, et d'en faire l'histoire, c'est le même, c'est d'une certaine manière la même logique ou la même démarche que de l'histoire mondiale de la France, c'est que c'est un passage au collectif. Voilà, c'est-à-dire finalement, vous avez vu beaucoup ma gueule à la télé, enfin beaucoup, relativement, c'est pas Stéphane Bern, c'est sur Arte, c'est quand même modeste, mais une fois, cette visibilité doit être convertie d'une certaine manière en avancée collective, comme je le disais, pour que d'autres, de manière plus diverse, plus chorale, puissent se donner à voir. Et à partir de ce moment-là, on dit, ouais, mais il faut que ça soit populaire. Je dis, mais alors, c'est quoi l'histoire populaire? C'est quand même assez marrant de dire que l'histoire populaire ne serait que l'histoire des palais, des princesses et des rois. Si nous, on a fait la première, c'était sur l'histoire du stérilet. C'était d'ailleurs très courageux du point de vue de la programmation, parce que c'est Arte qui a choisi de lancer la série avec l'histoire du stérilet. Ensuite, on a fait la redingote de Napoléon. Ensuite, on a fait, je sais pas, le buste de Néfertiti, le charbon, le passeport, la boîte de conserve. L'histoire, c'est quoi? Et elle a un intérêt. Pourquoi? Quand on peut parler du même ton de Napoléon et de la boîte de conserve. Voilà. C'est-à-dire de quelque chose, effectivement, qui peut intéresser tout le monde, d'un objet qu'on a dans sa poche, le passeport. Et si on l'a pas, c'est pas bon signe. Voilà. C'est aussi faire l'histoire des sans-papiers. Mais aussi de figures. Pourquoi pas de figures? J'ai rien contre l'incarnation. D'une certaine manière, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de retournement de l'histoire exemplaire. Simplement, il ne faut pas que ça soit toujours les mêmes. Voilà, c'est-à-dire que le plus simple, c'est la question du rattrapage, je dirais, féministe d'une histoire qui a très largement invisibilisé le rôle des femmes dans l'histoire. Donc, si vous prenez les grandes BD, si vous prenez la série des culottés, par exemple, c'est de l'histoire exemplaire. C'est-à-dire, on va prendre des grands hommes, sauf que ce sont des grandes femmes. Mais simplement, je veux dire, on a tellement de retard que là, de toute façon, on est dans le rattrapage. Donc, c'est vrai pour l'histoire des femmes, c'est vrai pour l'histoire populaire. Voilà, et c'est vrai pour l'histoire, disons, de la diversité. Donc là, aujourd'hui, on est en train simplement de repeupler l'histoire exemplaire. Mais c'est pas pour ça que on va abandonner justement l'histoire des grands personnages. Surtout pas. Surtout pas. Il faut rien lâcher. C'est pour ça que, effectivement, dans la série Faire l'histoire, on a aussi fait la redingote de Napoléon, on a fait la main de justice, on a tout. On a aussi les rois, les généraux, tout ce qu'il faut. Mais simplement, à leur place.
Voilà, c'est une question effectivement de comparaison et de relativité au sens pas où tout est relatif, mais où justement l'un se définit par rapport à l'autre. Et alors comment tu t'adaptes toi aux différents formats et aux différents publics, parce que, bon, on a compris ton point de vue, on peut parler de tout finalement à tout le monde, mais par exemple, est-ce que tu as déjà été intéressé par, et pardonne-moi si ça a été le cas et que je ne l'ai pas vu, produire un discours pour les enfants par exemple? Oui, bien sûr, ça c'est quelque chose qui m'a assez... alors je ne sais pas si je suis capable de le faire, parce que là encore, voilà, ça demande voilà, du savoir et puis du sérieux dans le dosage. Voilà. Mais j'ai fait, par exemple, une conférence pour les enfants 12-15 ans qui a été publiée sous le titre « Comment se révolter ». Voilà. C'était vraiment pour les 12-15 ans dans un théâtre. Comment se révolter. Et c'était plutôt sur le Moyen-Âge, mais pas seulement. Et ça partait d'une idée toute simple. C'est que les enfants, quand on leur parle de Moyen-Âge, ce qui les intéresse, c'est Robin des Bois, en gros. Voilà. C'est les histoires de rebelles, les histoires de bandits, les pirates, les histoires, voilà. Quand à l'école, ils vont revoir des chapitres sur seigneurie et féodalité, l'ordre seigneurial, etc. Et donc, on va leur donner l'image d'un Moyen-Âge plus figé, plus ordonné, plus discipliné. Qui dit le vrai? Est-ce que c'est leurs albums d'aventure de Robin des Bois ou leur manuel scolaire sur l'ordre féodal? Ben, je suis désolé, on a beaucoup exagéré l'encadrement seigneurial au Moyen-Âge, et aujourd'hui, l'historiographie, elle montre que les paysans, par exemple, d'une certaine manière, ils avaient une capacité d'action qui était bien supérieure à ce qu'on croit. Les révoltes, elles étaient quand même assez fréquentes. Des personnages, effectivement, de rebelles comme Robin des Bois, c'est pas une invention littéraire, ils ont quand même existé. La mobilité, à la fois géographique et sociale, elle était plus importante qu'on ne croit. Et si, d'une certaine manière, c'était des romans de jeunesse qui parlaient de Robin des Bois, qui avaient plus raison que, effectivement, l'image solennelle et compassée des manuels scolaires. Donc, par exemple, voilà, quand je parlais aux enfants, je leur disais, ben, si je vous dis le Moyen-Âge, vous pensez, voilà, les histoires de chevaliers errants ou de rebelles au grand cœur type Robin des Bois, ben, vous n'avez pas tort. Partons effectivement de votre imaginaire, parce que lui-même, c'est pas une invention totalement farfelue, et voilà. Donc, ouais, c'est super de parler aux enfants, c'est super. C'est très très difficile, hein, très très difficile, parce que voilà, ça suppose, faut pas tricher, voilà. Ils se contentent pas de notre petit tour de main, de nos petites astuces pour enrober un truc qu'on sait pas trop. Les enfants peuvent vous demander, mais pourquoi il n'y a plus de chevaliers aujourd'hui? C'est vrai, après tout, il n'y en a plus. Pourquoi, quand est-ce qu'ils ont disparu, etc. C'est pas si facile que ça à expliquer. Finalement. Non, mais c'est sûr que, enfin, même moi en tant que, enfin, de tous les gens qui ont des enfants ou autres, souvent on se retrouve plus souvent dans la panade à répondre aux enfants à des questions qui paraissent très simples que face à des adultes. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivaient l'émission sur Nota Bene, en 2015 justement, j'avais commencé à lancer une série pour répondre aux questions des enfants et vraiment, enfin, je me suis un peu cassé les dents dessus. Hein. J'étais pas encore assez expérimenté. Peut-être que j'y reviendrai un jour. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Et ces questions de format. Alors, tu disais que tu étais passionné par la radio. Là, on voit que tu as fait de la télé. Donc, il faut s'adapter un petit peu aux différents formats. Est-ce que justement s'adapter à un média, s'adapter à un format, est-ce que pour toi c'est plutôt justement
émancipateur? Est-ce que ça te stimule? Ou est-ce que justement tu as pu te sentir peut-être frustré ou enfermé sur certains médias? Parce que moi, typiquement, tu vois, j'ai fait une série pour Arte aussi autour de la représentation de l'histoire dans le jeu vidéo. Et c'est une expérience qui m'a vraiment plu. Je trouve que globalement, ce qu'on a fait, c'est pas mal. Mais j'ai été extrêmement frustré en fait dans la réalisation parce que j'avais envie d'aller plus loin, de faire des épisodes qui étaient un peu plus longs pour prendre un petit peu plus de temps pour détailler ces trucs-là. Mais on était contraint par ce format. Et frustré pourquoi? Parce que tu t'aurais voulu... J'avais envie de développer un petit peu plus certaines questions, tu vois, d'aller un peu plus en profondeur. Il y avait des magazines spécialisés justement dans tout ce qui était histoire et jeux vidéo qui disaient ouais, la série est très très bien, mais on aurait aimé des fois que ça creuse un petit peu plus. Et j'étais d'accord avec eux et moi j'avais mes notes à côté et j'avais envie de le mettre dans le film mais je pouvais pas parce que bon voilà, il y avait cette contrainte du format quoi. Et en même temps, ça s'adressait à un grand public et c'était chouette, c'était l'objectif. Le problème, si tu veux, c'est toujours la même chose. C'est que le grand public, d'une certaine manière, on le connaît pas, on sait pas ce qu'il veut, et on croit d'une certaine manière vrai ce que des gens d'une voix très assurée, mais qui ne le savent pas davantage que nous, disent qu'ils veulent. Voilà. Et je pense que les diffuseurs, d'une manière générale, à la télévision notamment, Arte étant effectivement sans doute aujourd'hui, malgré tout, la chaîne qui a l'exigence la plus élevée et qui prend le plus de risques, mais malgré tout, les diffuseurs, à mon avis, se trompent tous, plus ou moins, sur le niveau d'exigence du public, c'est-à-dire, pour le dire simplement, ils le sous-estiment. Voilà, ils le sous-estiment. Et par exemple, ils ne comprennent pas que ce que on voit sur les différentes chaînes YouTube, les tiennes et les autres, eh bien, sont des formats longs, la preuve, où il y a une exigence, où il y a effectivement une rigueur, pas toujours, mais parfois, qu'on ne s'autoriserait pas d'une certaine manière à la télé. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on se laissait tous aller, on ouvrirait les vannes et on dit on va tous sur YouTube puisque là il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte, il n'y a personne qui vous dit non, ce mot est trop compliqué, etc. Mais YouTube aussi est un espace qui est régulé en fait. Et à un moment donné, d'une certaine manière, même dans les vidéos comme les tiennes ou ceux d'autres que je connais aussi un peu parce que ça m'a intéressé, on a mis, tu y as fait allusion dans les émissions Faire l'Histoire, il y a une pastille de Manon Bril, et puis moi, c'est des choses, je regarde un peu, ne serait-ce que j'ai participé à une commission du CNC, du Centre national du cinéma, qui c'est aussi une économie publique, en partie publique, qui finance, disons non seulement des youtubeurs, mais aussi des gamers, aussi effectivement des jeux vidéo à contenu de savoir. C'est aussi régulé en fait. Il y a également, je dirais que sur YouTube aussi, il y a une forme d'académisme. Il y a un moment où tout le monde fait peu ou prou la même chose. C'est pas une critique, c'est normal. Et donc, je comprends qu'aujourd'hui, c'est plutôt là que on peut trouver des espaces de liberté. Mais évidemment, quand on dit qu'on fait de la télé, c'est un système de production qui est évidemment beaucoup plus lourd. Ça veut dire produire du cinéma documentaire, on va dire. Le cinéma documentaire, ça coûte cher. Globalement, effectivement, ce qu'on fait là, l'équivalent, ça serait une émission de plateau à la télé. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il vaut mieux le faire ici. D'ailleurs, moi, les émissions de plateau à la télé, je n'en fais jamais. Jamais. En revanche, effectivement, la télé, pas le meuble qu'il y a dans le salon, dont on sait que de toute façon sa mort est programmée, elle est annoncée, et les chaînes dont on parle, Arte, etc., travaillent déjà pour les plateformes, et en multi-support, évidemment. Mais la vraie question, c'est qui est-ce qui va produire
surtout dans voilà le climat actuel, politique, tout ça coûte très cher. Les grands documentaires, tu vois, parce que ça, malgré tout, le seul truc équivalent aux presque 2 millions d'abonnés de Nota Bene, malgré tout, aujourd'hui, c'est le blockbuster documentaire historique sur France 2. Parce que lui, il peut faire 3 millions de téléspectateurs d'un coup. Bon, donc, malgré tout, aujourd'hui, tu peux pas totalement te désintéresser de ça. Voilà. Il y a des contraintes énormes, c'est beaucoup de fric, hein, relativement, mais voilà, moi je pense que malgré tout, la question du documentaire, moi ce qui m'intéresse à la télé, c'est pas le plateau, c'est le film documentaire. Voilà. Et il y a quand même il y a à boire et à manger quand même. Comme partout d'ailleurs. Ah, oui, comme partout. Mais il y a quand même beaucoup de films documentaires qui produisent une histoire très problématique en fait, très traditionnelle. Voilà. Donc là, il y a un enjeu. Parce que finalement, quand même, moi, si je me souviens bien des trucs où vraiment on m'a expliqué ce que c'était que la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, la guerre d'Algérie, c'était quand même aussi à un moment donné des films documentaires à la télé ou au cinéma d'ailleurs. Bon. Donc faut pas négliger quand même ce média-là. Voilà. Et moi ça m'intéresse par ailleurs. Ça m'intéresse. Mais si tu veux, ce que tu fais ou ce qu'on peut faire à la radio, c'est beaucoup plus agile comme média. Ça coûte pas grand-chose, on parle, voilà, et ça a un effet direct, quoi, immédiat. Bon. Produire des images, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je crois quand même, malgré tout, que les historiennes et historiens de métier, ce sont aussi des producteurs d'imaginaires sociaux. Donc, on parlait tout à l'heure d'incarnation. Ça passe peut-être par la fiction. Ça passe peut-être par le jeu vidéo. Ça passe peut-être par voilà, le film documentaire, à une moindre mesure, mais enfin, il est certain que voilà, si tu as une certaine idée sur la Révolution française, et si tu veux vraiment la faire, la diffuser largement, et si tu es cynique ou calculateur, je te conseille plutôt de devenir conseiller historique à Ubisoft plutôt que réalisateur sur Arte ou, pire encore, professeur à la Sorbonne. Voilà. Si on veut avoir un impact direct, bien sûr que, voilà, idéalement, ça serait être suffisamment fort pour pouvoir être un des scénaristes d'une série sur Netflix qui va tout déchirer. Hein, c'est ça les imaginaires sociaux aujourd'hui. On salue au passage Jean-Clément Martin qu'on a reçu par ici et Laurent Turcot aussi quand tous les deux étaient conseillers sur Unity et qui pour le coup on ramait pour apporter du contenu mais qui n'avait pas le final cut sur le scénar. Bon. Ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup tu as quand même été tenté à un moment donné de te dire, alors je sais pas après comment tu as pu découvrir le travail de Manon par exemple et te dire voilà, c'est cool qu'on puisse mêler les deux univers. Est-ce que tu n'as pas été tenté à un moment donné de te dire que tu pouvais créer quelque chose à destination première d'internet? J'aurais dû peut-être que effectivement il faudrait voilà, sauter le pas. Je réfléchis à ce que tu me dis en même temps. Sur internet, à partir du moment où je faisais des cours, tu vois, qui étaient malgré tout, qui avaient une diffusion très très importante, tu vois, au collège. Au fond, ça c'est, alors évidemment, ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. C'est un niveau d'exigence assez élevé, mais
Mais moi, j'ai besoin de ça aussi. C'est très, très important. Mon travail, ce n'est pas que de diffuser et de vulgariser. C'est-à-dire que j'ai besoin des deux. Et après un livre très public comme l'histoire mondiale de la France, j'ai eu besoin d'écrire un livre beaucoup plus savant sur la mémoire de Saint-Ambroise, etc. Pas parce que j'avais quelque chose à me reprocher ou que je devais faire comme si j'avais encore à faire mes preuves. Non, enfin, c'est pas le problème. Mais parce que j'en avais envie, tout simplement. J'avais envie de complexité. Voilà. Donc, je pense aussi qu'il y a un moment où il faut savoir où est-ce qu'on est le meilleur, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une question d'âge, c'est une question d'énergie. Je pense que voilà, Internet, un Internet natif, YouTube directement, voilà, c'est quand même pas de mon âge. Je préfère rendre possible, ouvrir des espaces où d'autres pourront s'engouffrer et où rendre effectivement visible des nouvelles écritures de l'histoire. Et ça, j'y réfléchis. Ça, effectivement, j'essaie de voir comment on pourrait favoriser une meilleure compréhension en fait de l'ensemble du système. Tu vois, l'ensemble du système. Parce que c'est un continuum. Parce que c'est pas la peine que chacun soit dans son silo en disant non, mais moi je fais que voilà. Il y a des gens qui vont passer de Secret d'Histoire à Nota Bene et de Nota Bene à Arte. Voilà, qui est d'un côté comme de l'autre. Et on peut aimer plusieurs choses en même temps. Dans nos goûts musicaux, on sait que on aime des choses un peu difficiles et d'autres choses qui sont de consommation courante et ça nous pose aucun problème, quoi. Voilà. Donc, pourquoi être strictement cantonné à une seule... en fait, voilà, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et tu sais, le problème, en fait, de la télé et de l'histoire, c'est que la télé a toujours favorisé une monopolisation de la parole. Voilà. C'est-à-dire que la télé, c'est un système un peu routinier, un peu systématique, où on fait confiance à des gens qui sont déjà en place et où les diffuseurs croient que les gens ont envie de voir ce qu'ils ont déjà vu et ce qu'ils voient depuis 20 ans. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on a des rentes caricaturales. Voilà. Et c'est pas si facile de le déjouer. C'est pas si facile. Non. Parce qu'à partir du moment où on voit, voilà, où les gens sont habitués à toi, bah, d'une certaine manière, ils en redemandent. Et les diffuseurs, effectivement, par facilité, leur en donnent. Voilà. Et comment faire en sorte d'une certaine manière, de diversifier, de rendre, voilà, visible des collectifs avec plusieurs générations. C'est ça l'enjeu. Justement, enfin, l'histoire par l'objet, c'est aussi... alors, je vais être un peu provocateur dans la formulation, mais est-ce que c'est pas un acte de résistance aussi, dans le sens où ça reprend un petit peu ce que tu nous expliquais tout à l'heure avec le magazine L'Histoire. T'essayes de remettre les historiens sur le devant de la scène en disant, bah voilà, pas besoin de médiateur, c'est nous, on est là, on va occuper l'espace. C'est vrai que ces dernières années, on le voit, justement, le monopole de l'histoire, il est pas forcément tenu par des historiens à la télévision. Donc, est-ce que c'est une sorte d'acte de résistance, on va dire? Alors, c'était exactement comme ça, hein, que on l'a, sans employer de grands mots, enfin, en tout cas, on le savait bien, à contre-pente de là où on voulait nous laisser glisser, c'est-à-dire, bon, c'est de la télé, faites attention, c'est compliqué, personne n'aime personne n'est à l'aise effectivement devant la caméra, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. C'est pas, moi j'aime pas ça par exemple, j'aime pas ça. Peut-être que avec le temps,
j'ai acquis quelques habitudes qui fait que je suis moins mauvais qu'avant, mais je reste quand même mauvais. Et de toute façon, je n'aime pas la petite technique télévisuelle que j'ai gagnée, alors que je continue à travailler du point de vue radiophonique, une sorte de phrasé qui, voilà, ça j'aime bien. Ça, si on me dit, bon, du point de vue de la radio, il y a quand même du métier, ça me fera plutôt plaisir. Mais j'espère bien ne jamais devenir un bon client pour la télé. Je trouve ça humiliant. Bon, voilà. Mais la télé a envie de bons clients. Voilà. Et donc, en gros, si dans ma position, tu vois, ma position à Arte, c'est simple, c'est que on a fait une première salve documentaire quand l'histoire fait date, où en gros c'est moi qui parle, même s'il y a plein de gens effectivement qui m'aident, etc. Mais en gros c'est moi qui parle, et ça a plutôt bien marché. Voilà, ça a même très bien marché, et ça marche de mieux en mieux sur YouTube, etc. Donc c'est le côté stop ou encore. Donc qu'est-ce que veut la chaîne? Bah recommencer. Ah ben non, ça pour l'instant on arrête et j'ai mieux à vous proposer. C'est pas une série documentaire, c'est un magazine d'histoire où c'est pas moi qui parle, mais c'est d'autres. Ah bon, alors dans ce cas-là, vous allez choisir 3-4, toujours les mêmes, pour que les spectateurs puissent s'y habituer. Même pas. Ça va être à chaque fois quelqu'un de différent et qu'on n'aura jamais vu à la télé. Pourquoi voulez-vous que ça leur plaise? Au début, c'est une idée qui les rend furieux. Ils sont totalement contre. Et puis en insistant un peu, on y arrive. C'est ce qu'on fait. Donc moi, je suis vachement fier de ça. Et au fond, des bêtes de télé, il suffit d'allumer effectivement n'importe quelle chaîne d'information continue pour voir des gens qui sont très à l'aise effectivement sur les plateaux. Mais on a fait la démonstration, et ça, ouais, j'en suis assez fier, que si on prend une historienne ou un historien de métier, alors ça peut pas durer des heures, hein, c'est quand même, on parle d'une émission qui dure 16 minutes, hein. Bon. Et on les filme bien, voilà, professionnellement. Mais eux ne sont pas des professionnels de l'image. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est des profs, donc ils ont des habitudes. Mais même ces habitudes, on essaye de, voilà, qu'ils fassent pas trop court. Ils nous emmerdent pas. Et donc, en fait, qu'est-ce qui reste? Il reste leur fragilité, il reste leur sincérité, et il reste le fait que on se dit, ah bah ouais, c'est quelqu'un qui nous parle. C'est pas un professionnel, un mec bien maquillé et tout. Voilà, il sait pas, il bouge un peu dans tous les sens. Il fait des moulinets avec ses bras. Il sait même pas regarder la caméra. Mais c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Voilà. Il y a une sorte d'incarnation comme ça. Ça marche pas à tous les coups, mais souvent ça marche. Et quand on doit parler d'histoire dans l'espace public, souvent on dit engagé, un historien engagé. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Ça veut dire d'abord engager son corps. Ça veut dire c'est moi qui parle. Vous avez un mec devant vous. Ça pourrait être un autre. Ça serait aussi bien si c'était un autre. Je parle depuis une singularité, depuis voilà une vulnérabilité peut-être. Ce n'est que moi, mais c'est moi. C'est très important. Et surtout, c'est très important pour qu'on apprenne effectivement, progressivement, pour qu'on s'aiguise le regard, pour que ça c'est au fond, c'est un long apprentissage. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites vous, les youtubeurs, en fait, vis-à-vis de beaucoup plus jeunes? Vous prenez, vous êtes des sortes de profs de l'image, c'est-à-dire que vous sans arrêt, vous dites, bah, c'est plus compliqué que ça, les mots sont piégés, regardez cette image, vous croyez comprendre, mais en fait, c'est autre chose. Bon. Donc, en fait, c'est une sorte de réapprentissage à l'image, de l'image, par l'image. Dans des médias, et là, d'accord, je veux bien parler de résistance, en tout cas qui, d'une certaine manière, quand même, globalement, ont plutôt tendance à nous déverser de manière acritique, voilà, des flots d'images pour nous empêcher de réfléchir. Et donc, on se met dans ce flot
pour le ralentir. C'est ça le truc, pour le ralentir. Je pense que c'est vraiment important. C'est important aussi de faire des livres, c'est important aussi d'aller dans des festivals, c'est important de faire des trucs plus discrets, plus modestes, avec moins de gens, voilà. Mais quand même, là, c'est quand même, on parle d'une présence numérique, voilà, qui est trop massive pour être laissée à des groupes ou des intérêts, ou des idéologues, ou des doctrinaires, comme on disait au XIXe siècle, qui ne sont pas toujours bien intentionnés. Donc là, franchement, j'ai pas l'habitude de faire ronfler des grands mots, mais oui, il y a un combat à mener, et si on le fait pas maintenant, on peut le regretter. Et justement, est-ce que c'est une question que j'aborde aussi régulièrement avec les invités de cette émission. Est-ce que tu penses, est-ce que tu sens que chez les historiens, il y a cette volonté justement de s'engager dans ce combat médiatique de leur côté, ou est-ce qu'il y a plutôt une réticence, parce on le sait, il peut y avoir une réticence à être jugé par des pairs ou à se confronter à quelque chose qu'on ne va pas forcément maîtriser, parce qu'on sait que sur les réseaux ou par l'image, notre propre image peut être tronquée. Qu'est-ce que toi tu ressens justement, peut-être personnellement, mais enfin personnellement on l'a compris, mais vis-à-vis de tes collègues, est-ce qu'il y a cette réticence ou plutôt une volonté de se dire ok, on va peut-être y aller? Il y a de la réticence, mais j'aime cette réticence. Déjà, cette réticence, elle est honorable, elle est compréhensible, et c'est à partir de cette réticence-là qu'on peut faire quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que quand on aime l'histoire, c'est que quand même on aime la complexité, et on sait que sur ces médias-là, mais sur tous les médias en fait, on aura toujours un peu un temps de retard si on n'est pas, si on n'a pas une idée simple et forte qui claque comme un slogan. Bah, ce qu'on va dire est plus compliqué, plus hésitant, on va balbutier, et donc au jeu strictement médiatique du clash, on sera toujours perdant. Donc qu'on soit réticent, c'est normal, et c'est plutôt je voudrais pas qu'il y ait si tu veux, je vais dire les choses plus simplement. Il y avait, quand j'étais plus jeune, la plupart des universitaires, on va le dire, parce que moi je suis universitaire, faisaient un peu leur taf tranquillement et voulaient leur tranquillité. Et il y en avait quelques-uns, mais c'était 10, quoi. Voilà, qui dès qu'ils sentaient la poudre, sortaient et voulaient en découdre. Voilà. Et donc, c'était d'une certaine manière une sorte de partage des rôles entre le gros de la troupe qui, d'une certaine manière, était solidement et tranquillement à l'abri, et puis quelques francs-tireurs qui aimaient partir à la bagarre. Bon. Les francs-tireurs, alors il y en a toujours, disons un peu professionnels, c'est toujours les mêmes, mais ils ont un peu vieilli, et puis ils sont un peu isolés, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui veulent s'engager. Alors, il restera toujours majoritairement des gens que ça n'intéresse pas, et c'est très bien comme ça. Il y a plusieurs manières de faire ce métier. Mais moi qui n'aime pas continuellement, tu l'as compris, aller au front, qui y vais d'ailleurs assez rarement et toujours prudemment, mon travail, c'est pas d'exciter les plus radicaux, c'est de radicaliser un peu les modérés. Voilà, et pourquoi c'est plus facile aujourd'hui? Parce que politiquement l'heure est grave, parce que sur le plan universitaire, la situation est désastreuse, parce qu'on est méprisé, et donc parce que de toute façon, même ceux qui voulaient avoir une vie tranquille, à l'abri
du cadre académique ne l'ont plus de toute façon, parce que voilà, les choses sont devenues trop difficiles. Donc oui, je trouve que la situation elle est devenue plutôt favorable à ce que plus de gens s'engagent, qu'ils soient pas simplement les usual suspects, seulement ceux qu'on était déjà habitués à voir sur les plateaux télé, et que ça change, que effectivement on voit d'autres gens, et ça c'est pas mal parce que ça casse un partage des rôles. Voilà, ça casse une sorte de partage des rôles qui est à mon avis trop facile. Et du coup, c'est vrai que ces francs-tireurs, entre guillemets, peuvent se sentir un peu isolés. Alors peut-être parfois peuvent avoir une mauvaise image aussi, peut-être auprès de certains autres historiens. Est-ce que cette image de franc-tireur t'en a hérité un petit peu aussi de par ta surmédiatisation à un moment donné, et est-ce que finalement cette médiatisation-là, elle est bien vue de la part des autres historiens? Je rebondis sur une question volontairement un peu violente dans le chat qui disait: que pense Patrick Boucheron de la critique de Lordon qui dit que c'est un historien de cour? J'ai pas très bien compris pourquoi il m'a dit c'est un historien de cour, mais laquelle cour? Moi, j'ai jamais été invité, par exemple, à l'Élysée, jamais. Voilà, en tout cas par Emmanuel Macron, jamais. Voilà, donc c'est un étrange intellectuel de cour qui n'est jamais invité à la cour. Je suis dans aucune instance politique, et je vais jamais sur les plateaux télé. Jamais. Quand je fais de la télé, c'est que je suis producteur. C'est que je suis quand je fais de la radio, c'est que je suis je passe mon temps à refuser des invitations. Donc, surmédiatiser, je crée mon propre média. Mais si vous voulez, si tu veux, comment ça se passe? Il y a quand même une sorte de routine journalistique qui fait que dès que un candidat d'extrême droite aux élections présidentielles fait une provocation sur l'histoire, moi je reçois, à ton avis, combien de sollicitations d'interview? Vous êtes bombardé, ouais, c'est clair. Je ne réponds jamais. Je dis pas qu'il faut pas répondre. Je suis très content que d'autres répondent, mais chacun son style. C'est rigolo parce que c'était hier même j'enregistrais une petite vidéo comme ça à destination de la chaîne Bonus, justement sur débunk ou pas débunk. En fait, c'est une vraie question. Et je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas moi je trouve que les deux sont très complémentaires, et qu'il n'y a pas forcément une approche qui est meilleure que l'autre, mais donc ton approche à toi, c'est plutôt de créer un contenu qui a de la valeur en soi et d'essayer de le propager le plus possible, en fait. Écoute, pour dire les choses, c'est pas la peine de tourner autour du pot. J'ai depuis le mois de fin août, j'ai une émission sur France Inter, le dimanche, qui s'appelle Histoire 2, où on fait un sujet d'histoire par semaine. C'est une très forte audience. Il y a un moment où ça a commencé à monter, septembre, octobre, autour de Zemmour. Moi, j'ai dit, c'est pas la peine de participer au bruit de fond ambiant. On ne va pas effectivement commencer à saturer l'espace sonore de ce nom propre si on n'a pas quelque chose à en dire. Voilà. On a fait une émission, la première du mois de janvier, où on a invité Laurent Joly, qui se trouve d'ailleurs aussi un des co-auteurs du tract Gallimard Zemmour contre l'histoire, où effectivement j'ai dit quelque chose de très simple. Voilà un nom propre que j'avais jamais cité. Je le cite une fois,
pour parler de ce dont il est le nom, c'est-à-dire de la falsification de l'histoire. Pendant 40 minutes, on parle avec un spécialiste. On pourrait en trouver d'autres, mais c'est un très bon spécialiste, Laurent Joly, qui en plus avait écrit un livre là-dessus sur Vichy et la persécution antisémite. Et c'est la première fois qu'on parle de Zemmour et peut-être la dernière. En tout cas, on l'espère. Voilà. Et ensuite, fermer le banc. Bon, d'autres vont effectivement engager une sorte de guérilla, on va dire. C'est-à-dire, effectivement, vont fact-checker chaque falsification ou provocation. Je suis d'accord avec toi, je ne vois pas de contradiction. Je pense qu'il faut il faut tout tenter, de toute façon, au point où on en est, voilà. Faut pas se faire une illusion excessive sur voilà l'efficacité du fact-checking. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un mec comme ça fondre en larmes parce que un historien lui aura expliqué qu'il a tort et qu'il dira bah oui, pardon, excusez-moi, je ne referai plus. D'une certaine manière, ça n'a pas énormément d'impact, mais sans doute qu'il faut le faire. Il faut faire, et surtout, il faut s'interroger aussi sur pourquoi on en est là, pourquoi on a perdu pourquoi on a tant régressé, quoi. Voilà. Pourquoi on en est à réagir aux propos d'un réactionnaire. Pourquoi on ne sait pas organiser la riposte? Pourquoi on n'est pas on est toujours sur ce terrain-là où, malgré tout, peu ou prou, on est perdant. Parce que le fact-checking, il faut le faire, mais on sait que c'est toujours trop tard. Parce que, je veux dire, le mensonge, il va toujours plus vite que sa rectification. Donc on a toujours un temps de retard. On est toujours perdant. C'est pas pour ça qu'il faut pas mener ces combats-là, mais faut pas s'exciter non plus. Faut pas trop s'exciter. Voilà. Et à un moment donné, il faut se dire, au fond, il y a un récit qui est très entraînant. Tu comprends, il y a un récit qui est très entraînant. Le nationalisme identitaire, apparemment, ça fait rêver. C'est une espérance, quoi. Voilà, pour les fascistes sur YouTube, mais pas seulement. C'est quand même, voilà. Il faut voir que, puis il n'y a pas que la France. Il y a la Pologne, la Hongrie, les États-Unis, l'Inde. Bon, voilà. On peut pas dire non plus que on voit pas ce qui se passe dans le monde. Donc là, il y a un récit qui est puissant, qui est entraînant, avec des gens qui y croient vraiment. Et contre ça, eh bien, faut pas croire que on va, faut pas exagérer l'importance de gens qui vont leur courir après en disant non, c'est plus compliqué que ça, vous avez pas lu le bon livre, ceci, cela. Voilà. Donc il y a un moment où il faut quand même trouver les moyens de réarmer un discours aussi entraînant que celui-là, qui n'est pas un contre-discours. Pour l'instant, on ne l'a pas. On ne l'a pas du tout. Hein. Pour l'instant, on est totalement à la ramasse. On ne l'a pas du tout. C'est-à-dire que le discours de déconstruction du roman national, ça peut être intéressant. Ça peut encourager ceux qui sont déjà convaincus, mais ça ne mord pas, en fait. Donc voilà, donc tant qu'on n'a pas un discours qui symétriquement crée de l'enthousiasme, de l'adhésion et de l'entrain positif, voilà. Mais c'est pour ça que ça les a tant emmerdés, l'histoire mondiale de la France. Le premier article sur l'histoire mondiale de la France, c'est Éric Zemmour qui l'a écrit. Je l'ai trouvé récemment. J'avais totalement oublié. C'est le premier. Et c'est intéressant parce que ça commençait comme ça. La première phrase, je cite de mémoire, c'est « L'histoire, c'est la guerre ». Pas simplement l'histoire des guerres, mais la guerre de l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est son truc obsessionnel. L'histoire, ça sert à faire la guerre. Et puis, à la fin, ça disait « Et puis de toute façon,
il faudra choisir entre le parti de la France et le parti de l'étranger. Et nous, on était du côté du parti de l'étranger. Mais il disait pas, dans ce premier article, il disait pas, bon, c'est des connards, ils déconstruisent tout. Il disait, oula non, inquiétons-nous, c'est une machine de guerre. Il avait dit machine de guerre. C'est une machine de guerre qui produit un autre récit qui n'est pas un contre-récit. Je m'exagère pas, ça n'a rien à voir. Bon voilà, c'est un petit, comme tu l'as dit, ça a eu son petit succès, mais ça ne mord pas politiquement. Mais c'était un début. C'était un début. Et c'est vers ça qu'il faut aller, c'est-à-dire un discours qui est quand même un discours positif. Positif. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de tout. Est-ce qu'on fait de l'histoire exemplaire? Est-ce qu'on oppose des autres héros à leurs héros? Ou est-ce qu'on fait totalement autre chose? Est-ce qu'on raconte des histoires comme d'objets? Est-ce qu'on fait l'histoire de la brique, du passeport, de la boîte de conserve? Bon, voilà. Du costard. Ben oui. C'est ça qu'il faut. Et de toute façon, on n'en est pas à se disputer sur la bonne tactique, parce que si on avait une bonne, on la saurait depuis longtemps. Je pense qu'il faut tenter plusieurs choses en même temps, chacun dans son style, chacun avec ses moyens. Voilà. Donc je voudrais pas, effectivement, que ceux qui sont effrayés par, disons, il y a de quoi, hein, quand même, hein, il y a de quoi, par voilà, les menaces politiques aujourd'hui, eh bien, continuent comme d'habitude, à se faire des virtuoses, des petites différences où on passe son temps à s'auto-engueuler, quoi. Et justement, tout à l'heure, tu parlais des difficultés rencontrées par le milieu universitaire. Quelles sont-elles concrètement pour les gens qui nous écoutent? Parce que peut-être que le public ne s'en rend pas compte et que justement, ce qui est important aussi, c'est de montrer comment est produite cette histoire pour justement, pouvoir un peu mieux en parler. Oui, bah, tout à fait. Bah, bien sûr, c'est vrai que tu as raison de me reprendre là-dessus, parce qu'il n'y a pas il faut pas parler de manière allusive. L'université, elle est soumise à différentes crises. La plus ancienne, la plus pernicieuse, c'est une crise, on va dire, tout simplement de sous-investissement. Voilà. C'est-à-dire que les étudiants je parle pas des profs. Les profs, ça va, les profs. Voilà. Enfin, en tout cas, ceux qui peuvent rentrer à l'université, puisque malheureusement, il n'y a pratiquement plus de recrutement à l'université. Mais les étudiants sont laissés dans une situation qui est une situation honteuse et misérable. Voilà. Et la part d'investissement public que consent la France dans ses universités est une des plus faibles de l'OCDE. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai aussi du point de vue de l'investissement dans la recherche. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en retard sur tout. C'est incroyable que, effectivement, alors que ça s'est vu. Ça s'est vu quand même pendant la crise du Covid. On a bien vu que les Allemands développaient leur vaccin, les Américains évidemment, les Anglais, les Suédois, les Russes, les Chinois, et pas l'Institut Pasteur. C'est pas un hasard. C'est une sorte de classement Schengen à grande échelle, je veux dire grandeur nature. Ce qu'on a vu, c'est les effets d'un sous-investissement dans la recherche depuis des années de retard. Bon, donc l'université, elle est sous-dotée, elle est méprisée, précisément parce qu'effectivement en France, il y a cette dichotomie fondamentalement injuste entre les grandes écoles et les universités, et elle est soumise à une réglementation de plus en plus tatillonne qui nous oblige, qui épuise les collègues. Je parle pas de moi je suis dans une position privilégiée à d'une certaine manière se perdre beaucoup de temps dans des démarches administratives pour récupérer un peu de crédit de recherche, etc. On est malade, au fond, on est malade de honte devant les conditions que on offre à nos étudiants.
voilà, qui ont été quand même globalement méprisés pendant la crise sanitaire. On a cru d'une certaine manière qu'on pouvait s'en sortir en leur donnant quelques cours par Zoom et leur diplôme à la fin, alors que la vie étudiante, c'est pas ça. C'est pas ça la vie étudiante. C'est plus et mieux l'université. C'est un lieu effectivement d'échange, d'ouverture, d'émancipation. Tout ce que j'ai dit depuis le début sur le Collège de France, ça devrait être ça partout, l'université. Voilà. Et tout cela fait déjà un climat assez lourd, par-dessus lequel il y a eu, j'allais dire, le coup de grâce, c'est-à-dire effectivement les ministres de tutelle, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur, qui insultent, on peut pas dire autrement, les universitaires en les traitant d'islamo-gauchistes. Donc, je veux dire, là, il y a un climat qui est proprement désastreux et qui peut très bien, je dirais, alimenter une sorte de désir de défection, quoi. Voilà, j'ai des collègues qui disent bon, ben, c'est bon, ça va, quoi. Voilà. Mais ce qui les fait tenir, c'est que on peut pas faire ça aux étudiants. On peut pas lâcher l'affaire comme ça. Bon, donc moi, c'est quelque chose, tu sais, qui, voilà, c'est poignant aujourd'hui la situation des universités, le mépris politique dans lequel elles sont plongées. Et il y a de quoi vraiment être en colère. Donc, dans cette situation-là, ben non, les universitaires, ils peuvent pas rester à l'abri à l'université parce que l'université n'est même plus un abri pour eux. Donc, c'est dans ce climat général que, quand tu me disais, est-ce que il y a des gens qui sont prêts d'une certaine manière à s'engager? Oui, pour cette raison-là aussi. Voilà. Pas seulement pour se divertir, pour trouver d'autres publics, parce que c'est plus marrant de parler à la télé ou devant sa caméra YouTube que dans un amphi. Mais parce que, d'une certaine manière, au fond, on a fait quand même ce métier pour ça. Et si pour partager, partager nos enthousiasmes, nos envies. Et si on peut plus le faire à l'université, ben on le fera ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est désespérant et j'espère que ça sera fédérateur en tout cas pour des initiatives comme celles que tu montes ou qui peuvent exister un petit peu partout sur différents médias. On avait quelqu'un qui disait, Monsieur Brist, qui dit merci Monsieur Boucheron, en tant que professeur de lycée, les ressources et émissions que vous produisez figurent parmi les recommandations récurrentes que je conseille aux élèves. Bah, merci. On a une question c'était de Bonjean qui nous demande qu'est-ce que tu penses du développement de l'histoire environnementale et alors il nous dit du faible engagement des historiens français sur ces problématiques environnementales. Oh, c'est pas si vrai que ça quand même. C'est pas si vrai. Évidemment, ce sont des fronts pionniers, mais du point de vue de la recherche, il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Et puis aujourd'hui, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Au début, il y a des gens qui s'en font une spécialité. Donc voilà, il y avait des gens comme Grégory Quenet qui ont fait les premiers à faire une histoire environnementale de la France et puis qui ont théorisé le champ. Mais d'une certaine manière, c'est la victoire d'un courant historiographique, c'est pas quand il se fait reconnaître comme tel, c'est quand au fond il se dilue dans l'ensemble. C'est-à-dire que bien sûr que on peut dire on a quand même dans nos librairies, on va dire, plus de livres encore des biographies de rois que d'histoire du climat ou de l'histoire environnementale. Mais inversement, aujourd'hui, si tu fais par exemple, si tu fais un cours, tu vas intégrer ça assez spontanément quand même. Si tu fais une émission, toi tu fais une émission, tu vas quand même, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle l'allongement du questionnaire. C'est ce que Paul Veyne appelait l'allongement du questionnaire. Au début, on se pose
peu de questions, et puis au fur et à mesure, on s'en pose de plus en plus. C'est comme l'histoire mondiale. Moi, j'ai jamais, ça m'a toujours intéressé, alors que j'en ai jamais fait directement, ne serait-ce que parce que j'en ai pas les compétences linguistiques. Je travaille pas sur effectivement comme je sais pas Romain Bertrand des espaces autres, javanais, sud-indien, etc. Bon, qui permettent de faire vraiment une histoire connectée. Mais j'ai tenté avec mes objets de les rendre contemporains de cette mutation historiographique. Donc c'est on fait l'histoire des objets. Tu vois, on fait l'histoire des objets. Bon, d'une certaine manière, on prend n'importe quel objet, d'en faire l'histoire. Je sais pas, par exemple, on avait pris le jus de viande, Liebig, voilà, c'est-à-dire cette histoire en fait industrielle au 19e siècle d'une viande qu'on boit, tu sais, ce qu'on appelait le viandox. Bon, Liebig, c'est effectivement en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, seconde révolution industrielle allemande, il y a une force de travail ouvrière qu'il faut effectivement nourrir, et c'est la naissance de l'alimentation industrielle. Bon, quand on fait cette histoire-là, qui est plutôt une histoire sociale, une histoire des consommations, très vite, c'est une histoire qui va devenir mondiale, parce que les bœufs, ils arrivent d'où? D'Argentine, etc. C'est une histoire qui devient environnementale, parce que évidemment tout ça crée des conditions immédiatement très polluantes, etc. Et donc naturellement, on prend un objet, n'importe lequel, et on le mondialise et on l'environnementalise, si tu veux. Tu vois, voilà. Et puis si tu me poses la question de l'histoire du genre, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on va faire. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça, et c'est super. Voilà. Mais ceux qui ne sont pas spécialistes doivent aussi en tenir compte. Et c'est comme ça en fait qu'on avance. Voilà. Et ça justement, enfin, s'introduisait un truc qu'on a quand même, on s'est déjà un peu étendu dessus depuis le début, mais c'est vrai qu'il y a encore, j'ai l'impression, parmi le grand public, une image tenace de cette histoire figée, quoi. Et ton émission, comme d'autres, sur d'autres supports aussi parfois, tente d'apporter cet éclairage sur le fait que finalement l'histoire que l'on essaye de mettre aujourd'hui, c'est de l'histoire très contemporaine qu'on écrit. Mais ça, est-ce que tu penses qu'on va y arriver? Parfois c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a dans les commentaires, en tout cas je le vois sur YouTube, et dans le climat politique actuel, on en a parlé tout à l'heure, le fait de l'histoire c'est comme ça et pas autrement, c'est un argument qui revient souvent dans les commentaires. Je pourrais te retourner la question. Toi, tu désespères des fois un peu? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Je suis pas toujours positif, mais en fait, si je le fais, c'est que au fond de moi, j'ai la conviction que ça va servir à quelque chose. Sinon, franchement, j'arrête tout de suite et je fais vraiment que des trucs, voilà. Mais il y a des jours où ça peut être compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que effectivement, en même temps, on se dit, si tu faisais une émission de chimie, sans doute que tu aurais moins de réactions agressives sur Twitter ou autre, et on se place quand même avec l'histoire au cœur de nos disputes contemporaines. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, une partie, d'une certaine manière, sinon de la politique, du moins de l'idéologie, se joue là, parce qu'on sait très bien que les politiques se font guère d'illusions sur leur capacité à produire un avenir, donc au moins ils vont fabriquer un discours sur le passé. Et c'est avec un discours sur le passé qu'ils vont, au fond, affirmer un récit. Voilà. Et donc, au fond, c'est normal, c'est un champ de bataille quand même, malgré tout, l'histoire. Alors, il faut pas dire, comme Zemmour, que l'histoire c'est la guerre. Parce que, justement, d'abord, on fait pas de l'histoire que pour s'engueuler, ça intéresse les gens, ça les distrait, c'est-à-dire que cette
question de l'évasion, c'est quand même vachement important. Il y a des sujets où effectivement, qui sont pas directement liés aux obsessions actuelles, identitaires, laïcité, etc. Mais bon, ça peut intéresser les gens, les faire rêver, leur faire changer d'avis, etc. On n'est pas obligé d'être... Voilà. Il y a un droit quand même à entendre parler d'autre chose. Voilà. Donc, prenons en compte l'ensemble de ce que fait l'histoire, de ce que peut l'histoire. C'est une puissance d'imagination, c'est une puissance d'évasion, c'est une puissance d'émancipation, c'est une puissance effectivement de compréhension de nous-mêmes, etc. Et puis c'est aussi une puissance politique pour affirmer des positions sur le monde. Oui, aujourd'hui, on est obsédé par ça, cette dernière dimension. On ne pense qu'à ça, on ne s'engueule que là-dessus. Mais enfin, peut-être qu'il y a quand même un effet de loupe, parce que il y a tous ceux qui nous engueulent sur les réseaux sociaux, et ils sont très actifs. Mais il y a les autres qui sont peut-être plus modérés, qui cherchent à passer des bons moments, à être qu'on leur fasse comprendre des choses et qui disent merci, tu m'as rendu un peu plus intelligent. Voilà. Mais tu sais, aujourd'hui, évidemment, ça peut être désespérant, mais si tu vois, je sais pas, tu prends un article de journal, ou même, moi de temps en temps, quand l'histoire fait date, et sur YouTube, et c'est plusieurs, c'est quand même beaucoup de vues. Des fois, quand tu regardes les commentaires, c'est un peu déprimant, quand même. Voilà, c'est-à-dire que t'as t'as une sorte de, il y a des gens qui te remercient, il y a des choses qui sont intéressantes, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui déversent, leur rancœur, leur haine, leur agressivité. Mais franchement, je veux dire, comment ça se passait avant les réseaux sociaux? Je veux dire, je travaillais dans les journaux, le service de courrier des journaux, c'est que de la merde. C'est que de la merde. C'est les gens, les gens qui décident, si tu veux, d'écrire une lettre à Télérama, parce que franchement, décidément, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Souvent, c'est pas des modérés quand même. Non, mais c'est sûr que le SAV, peu importe le média, la branche, la boîte, le SAV, c'est souvent plus pour une remarque négative que pour dire bien joué les gars, quoi. Et donc on a le nez là-dessus, ce qui nous amène quand même sans doute à exagérer la radicalité des réactions que suscite ce qu'on fait. Le risque, c'est de rentrer dans un système soit télévisuel où on va chercher le clash pour le clash, soit, Internet, les réseaux sociaux, où les algorithmes vont le faire pour nous, parce qu'ils vont toujours valoriser, au fond, les réactions d'indignation, de colère, etc., sur l'intérêt. Tout ça est très bien connu, quand même, Benjamin. Tout ça est parfaitement identifié. On sait ce qui nous domine, ce qui risque de nous arriver si on se laisse piéger par cet effet de loupe. Et c'est une loupe. C'est-à-dire que je suis persuadé que même face à nos sujets, puisque là on parle de l'histoire, au total, les gens, les vrais gens, comme disait le Parti communiste dans les années 60, les vrais gens, c'est-à-dire ceux qui n'écrivent pas aux journaux, ceux qui t'engueulent pas sur Facebook, ils sont finalement plus intéressés, plus tolérants, plus ouverts, plus mieux préparés qu'on le pense à d'autres expériences. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut tenter des choses.
Écoute, merci en tout cas pour ce message positif. Ça change un peu de ce qu'on entend justement partout et de cette caisse de résonance que sont les réseaux sociaux. On a Sivima, je suis désolé si j'écorche vos pseudos, hein, les amis. Y a-t-il une différence entre les universités populaires et le Collège de France? Le Collège de France est une sorte d'université populaire. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Bon, la différence quand même, c'est que l'université populaire, enfin en tout cas au départ, tel que ça a été pensé, c'est effectivement une entreprise, on va dire, libérale, en fait, qui n'est effectivement, on va dire, contrôlée par personne, et c'est là évidemment sa force, en tout cas sa liberté, sa pleine liberté. Bon, le Collège de France est quand même malgré tout dans un rapport pas du tout hiérarchique ou de surplomb, enfin quand même dans un rapport comment dire un peu de consécration ou de couronnement, quoi, des carrières académiques. Ça veut dire qu'il fait partie du système universitaire. Donc, moi, je me sens quand même responsable, un peu, pas du tout de ma discipline. Je suis pas le patron du syndicat. Et personne ne me demanderait ça, et ce serait un privilège exorbitant. Mais des fois, je me dis, oui, j'ai quand même une sorte de responsabilité collective à faire valoir. Donc, quand même, malgré tout, quand tu parles au Collège de France, bon, tu te dis, voilà, il y a un truc qui, j'espère, ne m'écrase pas, ne me surveille pas de haut, mais me requiert et m'oblige, quoi. Voilà. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de mettre au plus haut point de nos valeurs la notion de curiosité gratuite, désintéressée. Voilà. Et en ce sens, oui, c'est une université populaire. Comment est-ce que, à ton avis, on peut véritablement aller chercher un grand public qui est plus habitué à d'autres styles de médias que Arte? Parce qu'en fait, moi, je me pose aussi parfois la question, si tu veux, je me dis dans ma famille, il y a vraiment des gens qui ne regardent que M6 ou ils ne vont pas du tout sur Arte et ils vont pas aller sur YouTube spontanément chercher des trucs autour de l'histoire ou d'autres disciplines de sciences humaines, etc. Comment est-ce qu'on peut les choper, ces gens-là? Et est-ce que toi, tu aimerais participer peut-être à une initiative un peu encore plus grand public que ce que peut être l'histoire par l'objet, ou est-ce que voilà, c'est des choses qui t'intéresseraient moins parce que tu trouves que ce serait peut-être un peu trop réducteur? Déjà que c'est vrai que un format de 15 minutes, c'est court. J'en sais rien, je n'exclus rien et je ne méprise rien, encore une fois, pour les raisons que je donnais de partage des rôles, d'équilibre des générations. Je suis pas sûr que ce soit à moi de faire ça, mais en tout cas, ça m'intéresserait de participer à une réflexion collective sur mais comment on va au-delà, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, c'est intéressant que tu dises bon bah Arte c'est quand même un peu une niche, et même YouTube, même d'une certaine manière, enfin c'est pas une niche, mais oui, il y a des gens qui n'iront jamais voir ça, de toute façon, qui n'iront jamais voir ça. Alors jusqu'où faut aller les chercher? Est-ce qu'il faut aller les chercher jusque dans les émissions de télé-réalité? Là on est un peu loin quand même. Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'il faut aller les chercher dans les talk-shows? Est-ce qu'il faut aller les chercher dans les mini-séries? Bon, après tout, Kaamelott, ça a quand même commencé sur M6. Mais cette question de la limite, je trouve, elle est très intéressante parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais par exemple que tu n'allais pas sur les plateaux télé, et en fait, on peut comprendre aussi pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a cette question-là de l'engagement de l'historien, oui. Mais jusqu'où, en fait, il faut à un moment placer la limite. Et ça, c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué. Et encore une fois, Benjamin, je n'ai pas de doctrine. C'est-à-dire, je n'en fais pas système. Je te réponds simplement ce que je fais moi, tout en te disant que d'autres font autre chose. Et c'est très bien. Mais il y a un moment où il faut quand même se fixer parce qu'on appelle très banalement une ligne de conduite. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais pas? Voilà. Mais la ligne de conduite, si tu veux, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que je fais pas des trucs. Oui, je vais pas aller chez Hanouna.
Mais pour répondre une question précédente, je ne vais pas aller non plus dans des cercles de pouvoir. Jamais. Parce que ça, on peut aussi être invité souvent. Voilà. Il y a des endroits où c'est pas mon lieu. Voilà. Mais enfin, on peut parler de tout. Quand j'ai fait l'histoire mondiale de la France, effectivement, j'ai été invité partout. Donc, je peux te dire où est-ce que j'ai été, où est-ce que j'ai pas été. J'ai été à Quotidien. Il n'y a aucun problème d'aller à Quotidien. On est très bien traité. Ah oui, j'y ai été, ils étaient pas du tout... oui. On est très bien traité. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais en fait, ils sont tout à fait respectueux et ça vaut le coup. Et quand j'ai un copain qui a écrit un bouquin, etc., je suis invité à Quotidien, est-ce que je dois y aller? Je dis ouais, voilà. À l'époque, il y avait encore l'émission de Ruquier. J'avais été invité. Là, non, c'était pas. Là, c'est vraiment du talk show. Voilà. Il y en a qui s'en sortent très bien. Mais si certains veulent y aller, j'ai aucun problème. Et moi, j'ai pas fait. Alors, on a plus ou moins répondu à la question, mais je leur dis quand même, pour qu'on le redise, si la personne est arrivée un petit peu après, qui dit, parce que c'est important, comment créer cette force qui s'opposerait au roman national, car vous avez dit à l'instant qu'il n'y avait aucun contre-récit, rien à proposer de la part des historiens de métier, mais concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors toi, ta réponse, c'était qu'il faut qu'on continue tous à faire ce qu'on fait un peu de notre côté, quoi. Et puis à rendre intéressante la méthode, quoi, que ça soit pas une punition à chaque fois, qu'on trouve les moyens de rendre ça attrayant, agréable, séduisant, plutôt marrant. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est intéressant quand même. Je veux dire, c'est plus intéressant que la litanie sempiternelle sur les héros. Voilà. C'est-à-dire, nous, on a fait, par exemple, sur Napoléon. Tu vois, bon, voilà. Je dis pas que c'est pas intéressant, Napoléon. C'est super intéressant. Il y a plein de choses. Toi, tu fais souvent des batailles. Il y a plein de manières de faire des batailles. Bon, voilà. Nous, on l'a choisi à partir de la redingote de Napoléon. C'est-à-dire comment, effectivement, qu'est-ce que c'est que la propagande, quoi. Comment les mecs, ils trouvent ce truc un peu génial d'avoir une vague capote grise de caporal qui permet de dire, je suis un soldat comme les autres, sauf que c'est un soldat qu'on reconnaît à 1 kilomètre parce que voilà, il se crée une silhouette. Bon, voilà. Donc, c'est si tu prends comme objet la redingote de Napoléon, t'es pas du tout dans l'exaltation du grand homme, mais t'expliques comment on voyait, comment les grognards voyaient celui qui n'était pas particulièrement grand, donc il fallait qu'il soit reconnaissable, et comment le mec était effectivement un virtuose de son image. Bon, voilà. Donc, tu parles de propagande. Donc, on peut dire c'est de l'histoire au second degré, mais en même temps, c'est quand même une histoire plus accessible, parce que si je fais ça, tout le monde comprend que je fais Napoléon. Voilà, j'ai pas besoin d'être passé à l'université. Donc c'est un truc qui est très simple, très accessible, et qui permet de faire un petit discours de méthode. Voilà. Donc qu'est-ce que les historiens ont à opposer au roman national? On l'a dit, leur méthode. Ils n'ont pas raison parce qu'ils sont historiens. Ils ont raison parce qu'ils font les historiens, parce qu'ils font de l'histoire. Et donc il faut raconter comment on l'a fait. Et faire en sorte que ça soit pas trop chiant. Jusque-là, si tu veux, c'était une exigence pour être entendu, pour pouvoir avoir du public, c'était agréable et flatteur. Mais maintenant, ça devient sérieux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'exigence, aujourd'hui démocratique, à ne pas être trop chiant. Parce que sinon, c'est ou alors à faire accepter que l'histoire, des fois, c'est un peu chiant. Un peu. Pas continuellement, mais un peu chiant. Ou celui qui est jamais chiant, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est que il y a un truc qui est un peu mensonger, tu vois, parce que quand même, mais tout le monde peut le comprendre. Enfin, c'est quand même pas très compliqué, quoi. Tu vois, tu vas dire à un moment, voilà, c'est un
métier. Donc, à un moment, il faut faire des opérations. Des fois, on dit l'atelier de l'historien. L'atelier de l'historien. Ça veut dire, c'est un peu comme la menuiserie. Bon, bah, à un moment, la menuiserie, il faut poncer, c'est chiant. Personne ne peut dire que c'est totalement l'éclat, qu'on est toujours à faire le truc fignolé. Non, il y a un truc un petit peu répétitif. Et juste dire ça, tout le monde peut le comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Voilà. Comment on peut effectivement donner un ordre de grandeur quand dire ben voilà, Éric Zemmour dit ça, Laurent Joly dit ça. C'est pas tout à fait symétrique. C'est pas tout à fait symétrique. Éric Zemmour dit ben moi j'ai bien le droit de dire ça. Éric et donc Laurent Joly dit oui, moi j'ai fait 5 livres, j'ai travaillé sur le commissariat général aux études juives. Le commissariat général aux études juives, c'est 1000 cartons d'archives. Comment vous expliquez 1000 cartons d'archives? C'est pas tout à fait la même chose que d'avoir des idées comme ça sur CNews. C'est pas pareil. Bon, quand j'ai dit ça, effectivement, c'est pas super sexy, quoi. Tu vois, c'est pas en disant, ben moi, j'ai ouvert 1000 cartons d'archives que tu vas effectivement faire, mais c'est utile quand même des fois. Enfin, je sais pas. Puis de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pas, il y a plus d'argument d'autorité. Il y a plus d'argument d'autorité. C'est pas, tu vas pas dire, mais moi, je suis de l'université, machin, donc je vous dis ceci. Voilà. Donc, tu es obligé de dire, je vous dis ceci parce que j'ai travaillé. Et vous pouvez faire ce travail vous-même. Hein. Simplement, vous n'y arriverez pas tout de suite. Et pas sans médiation. Et puis, il y a aussi un peu de la bibliographie. On parlait de l'université populaire. Bon, l'escroquerie, en fait, de Michel Onfray, c'est qu'au départ, il donnait à lire et à comprendre des textes. C'était super. Il permettait effectivement aux gens d'avoir un accès à la lecture. Et maintenant, c'est le contraire. Il leur permet de ne plus lire. Il leur dit, vous embêtez pas, j'ai lu tout Freud, c'est de la merde. Non mais, d'abord, ça n'existe pas, j'ai lu tout Freud. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Quand bien même on lirait toute l'œuvre de Freud du premier au 60e tome, il y a aussi une historiographie, etc. Donc c'est une escroquerie de dire ça. Hein. Donc le savoir, en même temps, c'est ça qui est difficile, il est accessible, il est ouvert. Souvent je dis, si c'était de l'informatique, la méthode historique, elle serait un open source. Tu vois, rien n'est caché. Mais en même temps, faut pas croire que voilà, tu traverses ça une fois et puis c'est fait. Pourquoi ça m'a plu l'histoire, je vais te dire. Tu vois, pour rebooter. Pourquoi ça m'a plu quand j'étais quand j'étais étudiant, c'est que par rapport à la philo, ça me fascinait, mais bon. La philosophie, ça supporte assez mal la médiocrité. C'est-à-dire qu'un philosophe moyen, c'est pas grand-chose. Un historien moyen, c'est quelque chose. Il fait toujours quelque chose. C'est fondamentalement démocratique, l'histoire. Le travail paie. Le travail paie. Voilà. Et moi, j'adorais ça avec les étudiants. Les étudiants, voilà, il y en avait, ils étaient ce qu'ils étaient. Certains n'étaient pas géniaux, mais je leur demandais pas d'être géniaux. Je leur demandais d'être honnêtes et travailleurs. Et ils faisaient quelque chose. Ils faisaient quelque chose. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que l'exercice même de l'histoire est démocratique. Voilà. Et c'est-à-dire que en même temps, si on comprend bien, moi je comprends bien ce que c'est que les mathématiques. Bon, ben voilà, tu peux, quand t'es un génie des mathématiques, tu as 17 ans, tu peux tout flamber. En histoire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'espère, il y a un truc qui est super en histoire, c'est, d'une certaine manière, la complémentarité des générations. Tu vois? C'est-à-dire que,
moi, je suis d'un âge moyen, avancé, 55 ans, quoi. Voilà. Mais je sais que sur certains points, je vois moins de choses qu'un mec de 20 ans, qu'une fille surtout, de 20 ou 30 ans. Voilà. Donc, je dois vraiment faire gaffe à pas perdre le contact. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des étudiants, machin, ou d'autres. Moi, je parle des profs. Voilà. Mais je vois des historiennes ou des historiens plus âgés que moi, et comme c'est un savoir assez cumulatif, je les écoute aussi. Voilà, parce que malgré tout, c'est long, c'est compliqué. Il y a des choses qui demandent de la réflexion et de la maturité. Et c'est quand même un beau métier que celui où quelqu'un de 80 balais peut parler avec quelqu'un de 25 ans, et les deux s'apprennent des choses. Voilà. C'est important à dire, ça. C'est pas seulement un métier d'intuition, c'est aussi un métier de travail. J'ai envie de finir là-dessus. Je veux dire que tu as remarquablement bien rebouclé sur sur le début. En tout cas, juste pour la précision, tu parlais tout à l'heure d'inviter à la lecture et à la découverte. C'est quelque chose que vous faites tous ensemble dans cette émission, l'Histoire par l'objet, puisqu'à la fin, vous clôturez par la recommandation d'un ouvrage. Oui, parce que alors c'est presque toujours un livre. Ça peut être une bande dessinée, ça peut être un film, mais à un moment donné, c'est aussi un livre parce que je me dis justement, on a fait beaucoup d'efforts, on a fait un travail effectivement de mise en image de tout un savoir, mais c'est important aussi de dire à la fin, et si vous voulez vraiment en savoir plus, c'est quand même dans les livres, ou dans les articles, ou peu importe. Mais c'est comme ça que tu prépares tes émissions aussi. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on serait complètement con aujourd'hui de ne pas comprendre que, les étudiants, même les étudiants d'histoire, ils vont d'abord chercher une bonne vidéo sur un sujet, bien sûr. Mais et peut-être que c'est une meilleure première approche que, en fait, ça remplace quoi? Ça remplace une notice d'encyclopédie. Tu vois, au début, on allait voir l'Encyclopédia Universalis, on disait maintenant, ils vont trouver en 20 minutes ou un peu plus une bonne vidéo. C'est super. Mais pour moi, on n'a rien perdu. Tu vois, par rapport à l'encyclopédie, on n'a rien perdu. C'est même plus vif, etc. Mais il serait aussi mensonger de dire qu'on peut s'en contenter aujourd'hui que de dire que t'as lu l'Encyclopédia Universalis et c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà. Et donc cette idée que l'écrit a le dernier mot, j'aimais bien ça, que dans une émission de télé, malgré tout, l'écrit est le dernier mot. Est-ce que justement tu aurais, je sais pas, 2-3 bouquins à conseiller aux gens qui nous écoutent Oh là là, tu me demandes, je regarde. Peut-être des livres qui t'ont marqué dernièrement, où tu te dit tiens ça c'est cool, ça vaudrait le coup qu'un peu plus de gens le lisent. Alors je vais te dire un choix très subjectif. Oui, mais oui, bien sûr. J'ai fait une émission de radio la semaine dernière sur le livre de Vincent Lemire qui s'appelle Au pied du mur, qui est une histoire de Jérusalem à partir de la destruction du quartier maghrébin, qui était le quartier qui était au pied de ce qu'on appelle le mur des lamentations. Normalement, j'aurais pas dû faire cette émission parce que je suis l'éditeur de ce livre aux éditions du Seuil. Je me dis ça fait quand même, ça commence à faire beaucoup, mais c'est un livre que j'aimais trop et que je considère comme un modèle d'enquête, d'écriture, d'engagement aussi. Une histoire effectivement où le mec Vincent Lemire il se met dans la gueule du loup, c'est-à-dire à Jérusalem, et il fait une histoire qui n'est pas une histoire commune, mais une histoire partagée, une histoire que pourront comprendre les Israéliens et les Palestiniens, qui est une histoire difficile, déplaisante, qu'il
qui passe par une écriture. Et j'ai profondément aimé ce livre et je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, si j'avais, tu vois, vraiment à la fois à un jeune homme ou à mon père, à ma tante, dire, ben voilà, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Qu'est-ce que c'est que l'histoire aujourd'hui? Je dis pas que c'est, voilà, je te fais pas le palmarès. Ben, voilà, la semaine dernière, ce qui m'a plu, c'était ça. Tu vois, c'était ça. C'est que, ben voilà, c'est un bon livre d'histoire. C'est un bon livre d'histoire parce que c'est un livre honnête, engagé, écrit, qui est fondé sur une grande enquête et puis ça se lit avec passion, avec émotion aussi, parce que c'est ça aussi. Tu vois, c'est un drame quand même. Et comment on fait pour trouver la bonne distance, quoi. Voilà. Ça, c'est un livre qui m'a enthousiasmé, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que moi, j'aime ce métier parce qu'il m'offre voilà la possibilité de faire plein de découvertes. Est-ce que tu aurais un mot à dire peut-être à tous les gens qui nous écoutent ou qui nous écouteront, quelque chose que tu avais envie peut-être d'aborder ce soir qu'on n'a pas abordé ou voilà, tu as la parole. Non, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Benjamin, je te remercie beaucoup. Je te remercie de cette occasion. C'est très précieux pour moi de pouvoir justement avoir la possibilité de parler à des gens que je ne connais pas, je vois pas, qui sont ton public. Ça m'importe beaucoup. Je voudrais que simplement qu'on considère que dans ce moment-là, un peu désespérant, ou toi-même, voilà, on va dire, t'es plutôt dans une success story, voilà. Mais il y a de la fatigue, il y a de la lassitude. C'est pas si facile. Des fois, on en a marre quand même un peu de redire les mêmes trucs. Donc, c'est normal d'être un peu inquiet. C'est normal d'être découragé. C'est normal. Il faut s'écouter aussi. Il faut écouter la fatigue. Mais il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. C'est pas le moment. Il y a quand même quelque chose qui est que on peut dire ce qu'on veut des réseaux sociaux, de la difficulté qu'on a à s'extraire de leur frénésie, à être d'une certaine manière, à cesser d'être prisonnier de cette loupe mais au fond, c'est quand même, tu te rends compte, c'est quand même un outil formidable. Enfin, je sais que tu t'en rends compte. Voilà. Et malgré tout, pour l'instant, c'est peut-être de temps en temps notre problème, mais la solution se trouve là aussi. Tu vois, là où est le problème est la solution. Et on se heurte pas à un mur. Voilà, si on veut faire des trucs aujourd'hui, malgré tout, on a les possibilités techniques, et encore aujourd'hui, dans notre pays, en France, et en politique et sociale, de tenter des choses. Voilà. Et donc, d'une manière générale, je pense que on est moins contraint qu'on le pense. On est plus libre qu'on le croit. Et nos difficultés viennent souvent du fait qu'on ne prend pas la liberté qu'on a. Voilà. Et je ne dis pas ça pour mépriser ou relativiser tous ceux qui vivent mal, mais précisément parce que voilà, je crois que pour moi l'histoire c'est ça, c'est comme ça qu'on avait dit. Voilà, on peut là encore reboucler là-dessus. Tu me demandais comment je parle aux enfants. Du même ton que je parle aux adultes, parfois les enfants me demandent qu'est-ce que c'est que l'histoire. Je dis c'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable. Voilà. Après, si je suis avec les plus grands, je peux dire c'est une idée que je tiens de la philosophe allemande Hannah Arendt, mais peu importe. C'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. De tout ce dont on est capable, les hommes et les femmes en société, du pire comme du meilleur. C'est pas seulement le devoir de mémoire, c'est « Ah là là, attention, regardez, on a fait des choses horribles ». Non, on n'a pas fait que des choses horribles. On est
l'art de se souvenir de ce dont on est capable. Et on est capable de plus et mieux qu'on le croit et qu'on nous le dit. L'histoire a longtemps été effectivement cette école de la fatalité. En réalité, quand on regarde voilà, les choses telles qu'elles furent et telles qu'elles auraient pu être en plus, on se dit, mais il y a des potentialités. Voilà, il y a des potentialités. Donc, qu'on considère aussi les potentialités d'aujourd'hui. Merci Patrick pour toute cette positivité, ça motive. Merci à toi, merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut. Oui.